maintenant au petit c du grand 2 pour aborder le recueil poétique que nous étudions, c'est-à-dire les contemplations. Alors, pour commencer, nous allons donner quelques généralités sur ce recueil. La première idée, c'est que ce recueil a été publié en 1856, mais il a été écrit durant une vingtaine d'années qui ont précédé cette publication. On remarque, lorsque on observe ce recueil, que les poèmes sont très souvent datés et on observe une organisation qui est une organisation chronologique. Alors, cette organisation chronologique, elle est voulue, mais elle est aussi un petit peu artificielle, car les spécialistes de Victor Hugo ont remarqué que Victor Hugo, lorsqu'il date ses poèmes, n'hésite pas parfois à jouer avec la réalité et à donner des dates qui ne sont pas conformes au moment de l'écriture du poème. Et il donne ces dates nouvelles, en quelque sorte, parce qu'elles correspondent mieux à l'ordre et au thème qu'il a choisi d'aborder au fur et à mesure de son œuvre. C'est-à-dire que son œuvre doit être construite selon sa volonté, quelquefois au prix de petits écarts avec la chronologie réelle. Alors, puisque on parle de chronologie, d'organisation, eh bien, il faut effectivement parler de la construction de ce recueil. Et on remarque d'emblée que ce recueil contient une préface. Cette préface, elle est très intéressante parce que elle contient une expression qui est « les mémoires d'une âme ». Et vous savez que c'est également la problématique qui guide le parcours de lecture qui nous est proposé sur le recueil de Victor Hugo. Cette préface est elle-même suivie d'un poème isolé qui a pour titre « Un jour je vis ». Et ce poème, eh bien, il a une importance tellement considérable par rapport à l'ensemble du recueil que nous l'étudierons en explication de texte. Viennent ensuite deux grands volumes qui construisent le livre lui-même et qui portent pour titre « Autrefois et aujourd'hui ». Donc on voit que le recueil est coupé en deux à travers deux titres qui, effectivement, insistent sur la dimension chronologique. La première partie, Autrefois, est sous-titrée par des années 1830-1843. Et le deuxième volume, aujourd'hui, est lui sous-titré à travers les dates 1843-1855. Donc vous voyez un découpage strict du temps. Alors, certaines éditions ont utilisé une gravure d'un artiste de l'époque qui s'appelait Henri Thiriat et Eugène Ronjat. Et c'est intéressant parce que à travers cette gravure, eh bien, on retrouve ces dates, mais en même temps, on retrouve deux visages de Victor Hugo qui correspondent à deux époques. L'époque de la jeunesse et une époque de la maturité.
Et quand on observe ces deux gravures, on voit d'un côté le visage d'un homme jeune et conquérant, et à côté une image beaucoup plus tourmentée d'un homme plus âgé, et en même temps d'un homme à travers sa posture qui est davantage tourné vers la méditation. Il existe aussi dans le recueil d'autres indices qui nous montrent que Victor Hugo a voulu construire rigoureusement son œuvre. D'abord, on remarque une comparaison entre le premier poème du livre 1, qui est une dédicace à Léopoldine, donc la fille qu'il a perdue en 1843 puisqu'elle s'est noyée, et le dernier poème du livre porte le titre « À celle qui est restée en France » et qui désigne le même personnage, mais vous voyez à travers une périphrase. Donc deux poèmes au début et à la fin de l'œuvre qui sont dédiés à sa fille. Et au centre du recueil, eh bien, la fille de Victor Hugo réapparaît, puisque l'événement de la mort de cet enfant est signalé très symboliquement, puisque au début de la deuxième grande partie, c'est-à-dire aujourd'hui, nous voyons deux poèmes, 1 et 2, et une date, 4 septembre 1843, suivi de petits points de suspension qui montrent qu'à cette date, qui est celle du décès de Léopoldine et de son mari Charles, qui a tenté de la repêcher de la noyade, eh bien, Victor Hugo s'impose en quelque sorte plusieurs années de silence et qui sont matérialisés symboliquement par ces points de suspension. Et d'ailleurs, le poème qui arrive après s'intitule précisément 3 ans après. Alors, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une construction que Victor Hugo n'a pas arrêté d'écrire pendant 3 ans, mais il veut montrer que son recueil, lui, porte la trace visible de l'impact psychologique de la mort de cette fille. Un livre donc qui est constitué en 2 grands volumes, autrefois et aujourd'hui, mais cette volonté de construction, cette volonté de symétrie se retrouve à l'intérieur même de chacun des 2 grands volumes, puisque chacun d'entre eux est constitué de 3 parties. Donc nous avons autrefois qui contient une première partie qui s'appelle Aurore. Dans cette première partie, il est question de la jeunesse, des amours de jeunesse, de l'admiration de Victor Hugo pour la nature, mais aussi, dans quelques poèmes, des premières luttes littéraires du romantisme. La deuxième partie d'autrefois a pour titre L'âme en fleurs. Cette partie est consacrée aux relations amoureuses de Victor Hugo avec sa maîtresse, qui s'appelait Juliette Drouet. D-R-O-U-E-T.
Donc malgré son mariage, Victor Hugo vivait une double vie avec cette femme qui était une actrice et qui a assez rapidement abandonné sa carrière d'actrice pour se consacrer à son amour dévoué à Victor Hugo. Et cette dévotion de Juliette Drouet a duré une cinquantaine d'années. Alors, au moment où il écrit L'âme en fleurs, eh bien, Victor Hugo, lui, décrit à travers ses poèmes les phases heureuses de leur relation, leurs rencontres, les moments de bonheur, mais aussi il n'hésite pas à montrer parfois les tumultes qui existent dans cette relation amoureuse et les phases de réconciliation. La troisième partie donc de ce premier volume d'Autrefois s'intitule Les luttes et les rêves. On voit que Victor Hugo écrit ici une poésie plus engagée, mais toujours marquée par l'enthousiasme de la lutte contre la misère, contre la guerre, contre la peine de mort, par exemple. Donc, si on fait la synthèse de ce premier volume, c'est un volume plutôt enthousiaste, plutôt dynamique. On pourrait le traduire, même s'il y a des poèmes un peu sombres, globalement, comme la poésie du bonheur. Une toute autre image, bien évidemment, apparaît dans le deuxième volume, qui s'intitule Aujourd'hui, et qui commence par une première partie qui utilise une formule latine, pauca meae. Donc vous ferez attention, le jour du baccalauréat, d'utiliser une prononciation correspondante au latin. Et cette citation latine, on pourrait la traduire, je vous dicte, en français, par quelques vers pour ma chère enfant. Et donc, en réalité, le latin utilise pas mal de sous-entendus, et donc vous mettrez entre parenthèses, dans la citation que je viens de vous dicter, le mot vers et le mot enfant, et donc, au sens strict, on pourrait traduire cette expression par quelque pour ma chère. Alors, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure à travers ce que je vous ai montré, que cette quatrième partie est essentiellement consacrée à la mort de Léopoldine, à la douleur que Victor Hugo ressent à l'occasion de cette mort tragique, et aussi cette partie est consacrée à la nostalgie du bonheur que Victor Hugo vivait à proximité de cette fille, et donc de nombreux poèmes sont marqués par ces souvenirs attendris. Alors nous, dans